Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Mali compte désormais 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes, 12 712 villages. Le Conseil national de transition a adopté le projet de loi portant création des nouvelles circonscriptions. C'était lundi dernier 20 février. Selon les autorités maliennes, cette réorganisation territoriale vise à rapprocher l'administration des administrés. Comment va se matérialiser donc ce nouveau découpage? Quels sont les avantages et les limites de cette réorganisation territoriale? Qu'est-ce qui va changer concernant l'accès des populations à l'administration? C'est le sujet du Grand Dialogue d'aujourd'hui avec nos invités, Dr Youssouf Z Koulibaly, président de la commission administration territoriale et décentralisation au Conseil national de transition, également Alassane Abba de la convergence démocratique du Mali, CODEM, Bourema Diarra, secrétaire général du syndicat des administrateurs civils qui sera au téléphone, et Yacouba Traoré, président de l'association des municipalités du Mali. Ce grand dialogue sera présenté par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire écouter ce reportage de Giadata Maïga qui a suivi le vote presque à l'unanimité des membres du Conseil national de transition du projet de loi portant création des nouvelles circonscriptions. Il y avait eu une seule abstention. Je vous invite à écouter ce reportage. La nouvelle réorganisation territoriale et administrative du Mali est ainsi parachevée. Le Mali compte désormais 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements et 819 communes. Bamako, la capitale, est aussi érigée en 7 arrondissements, avec une collectivité unique. Dr Youssouf Z Koulibaly, membre de la commission administration territoriale et décentralisation. D'autres réformes majeures, c'est le maillage sécuritaire, les critères économiques, la cohésion sociale. Les 19 régions qui ont été créées seront automatiquement opérationnalisés. Et Bamako va avoir un seul maire et des maires délégués, avec aussi les représentants de l'État qui vont gouverner les différents arrondissements. Le ministre de l'administration territoriale, colonel Abdoulaye Maïga, a signalé que ce dossier qui vient d'être finalisé datait de 2012. Il a affirmé aussi que les localités dont les aspirations n'ont pas été satisfaites pourront aussi être érigées en fonction des ressources. L'adoption de ce texte met fin à cette singularité de notre pays pendant très longtemps. Il s'agissait honnêtement d'un dossier explosif, car touchant quelque part à l'identité de nos populations. A noter que les 6 lois ont été adoptées par la majorité des membres du CNT. Selon ces derniers, cette réorganisation est une des réformes majeures pour restaurer la carte administrative du Mali. Elle devrait aussi faciliter la mise en place des démembrements de l'EJ et l'organisation des élections. Reportage signé Giadata Maïga. Alors, docteur Koulibaly, vous êtes le président de la commission administration territoriale et décentralisation au niveau du CNT. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé cette réorganisation territoriale? Merci pour nous avoir invités pour ce débat. D'abord, il faut dire que la réorganisation territoriale, c'est un très vieux projet qui date des années 2012 avec la création des 19 régions au Mali. Il y avait un souci majeur qui était comment opérationnaliser les régions nouvellement créées. Donc c'était très difficile parce que tout simplement les gouverneurs étaient déjà nommés, mais malheureusement il se trouve que ces gouverneurs n'avaient pas de territoire. Et donc leur territoire se limitait seulement à la porte de leur bureau, et aussi les régions nouvelles ne connaissaient pas leurs limites. Donc ils ne savaient pas réellement quels sont les cercles, les arrondissements et les communes vraiment qui entrent dans leur juridiction. Donc c'est tout cela qui nous a vraiment poussé à aller très vite, parce que tout simplement les plus hautes autorités avaient souhaité
à ce que les élections à venir soient organisées sur cette base. Donc on pouvait le faire que lorsque on dotait ces nouvelles régions des limites territoriales en termes de circonscription administrative et en termes de collectivité territoriale. C'est ce travail que nous avons fait pendant 2 mois et demi en écoutant toutes les sensibilités, toutes les forces vives de la nation pour pouvoir s'orienter afin d'amener ces différents projets de loi devant les honorables membres du CNT. Donc l'une des raisons qui sous-tendent cette adoption de ce projet de loi, c'est de pouvoir tenir les élections à temps. C'est l'une des raisons fondamentales, mais aussi il y a une raison, un objectif principal, c'est de rapprocher l'administration aux administrés. Parce que, en fait, en créant des régions, les élections, c'est une période et ça passe. Mais le Mali reste, le territoire est très immense et les populations aspirent au développement local, puisque nous avons amorcé le processus de la décentralisation depuis 1993 avec des insuffisances et des imperfections. À chaque fois qu'un pouvoir nouveau prend place, donc tente de modifier ou d'apporter des nouveautés. Donc je pense que ces projets de loi viennent parachever un travail commencé depuis très longtemps. Alors peut-on savoir sur la base de quoi, quels étaient les critères qui ont prévalu à la création de ces circonscriptions? Très bien, cette question est fondamentale parce que pour faire un travail, il faut établir préalablement des critères. On a trouvé déjà que le ministère de l'administration territoriale avait mis en place une commission technique qui avait sillonné les différentes régions et qui était en contact direct avec les populations pour pouvoir écouter. Maintenant, les critères établis essentiellement sont les suivants. On a pris en compte les critères de viabilité de la zone en question pour être érigée soit en circonscription électorale, soit en circonscription administrative ou en collectivité territoriale. Il y avait aussi les critères sécuritaires. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est confronté à cette problématique de la crise sécuritaire. Il y a aussi les critères de population. On a pris en compte la densité des populations pour l'importance des entités nouvelles juridiquement créées. Il y a aussi les critères de distanciation. Nous avons compris que certaines circonscriptions étaient éloignées des autres, ce qui posait énormément de problèmes à nos populations pour pouvoir se servir des services publics. Donc on a pris cela aussi en compte. Mais encore une fois, il y a le critère fondamental de la cohésion sociale. Nous avons tenté d'être vraiment très équilibristes pour que les communautés qui sont d'ordinaire ensemble ne soient pas séparées, qu'ils restent ensemble parce que c'est des communautés millénaires qui ont appris à vivre ensemble dans la paix, la quiétude. Donc on a tout fait pour qu'ils restent ensemble dans les circonscriptions administratives. Alors, Alassane Abba, vous êtes de la CODEM. Qu'est-ce que vous, au niveau de la CODEM, vous pensez de ce nouveau découpage administratif? Merci d'abord pour cette occasion que vous nous offrez pour nous exprimer sur un sujet aujourd'hui qui alimente les débats partout au Mali. Mais avant d'opiner sur la question, permettez-moi, au nom du regroupement auquel j'appartiens à mon parti politique, de vous présenter vraiment nos voeux, notre souhait de voir très rapidement ce qui s'est passé l'autre jour dans vos locaux être élucidé, circonscrit et puis qu'on n'en parle jamais. Vandaliser une maison comme la maison de la presse, qui est un sanctuaire, est reconnu et qui est là depuis tout le temps, qui est là pour le Mali, pour tous les Maliens. C'est là que nous pensons pouvoir tenir les débats en toute sécurité. C'est vraiment regrettable ce qui s'est passé l'autre jour. Au nom de mon parti, au nom du regroupement du Guiakura auquel j'appartiens,
Nous formulons tous nos regrets face à ce qui s'est passé. Nous le regrettons surtout en tant qu'organisateurs, parce que nous étions aussi organisateurs de ce qui s'est passé, de l'événement au cours duquel les choses se sont prises. Vraiment tous nos regrets pour ce qui est arrivé. Nous souhaiterions qu'il y ait très rapidement, il faut éclairer la situation pour que plus jamais des actes comme ça ne se passent pas. La maison de la presse n'est pas fautive. S'il y a des fautifs, c'est peut-être les hommes. Donc la raison aussi que la lumière sera faite sur la question. Sur ces événements. Maintenant, s'agissant du découpage, j'étais en 2011-2012, j'avais eu la chance d'être à l'Assemblée nationale. J'ai fait 10 ans. C'était ma dernière. Nous sommes sortis en 2013 avec les élections. Il faut rappeler que la volonté, le nouveau découpage est né à partir de 2011-2012, où nous sentions qu'il y avait une menace extraordinaire de partition du Mali. Les autorités de l'époque, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a pensé, parce que des gens sont venus le voir pour lui dire que eux, l'une de leurs revendications, c'est la sous-représentativité des communautés qui le représentent. Donc il a tout de suite pris sur lui la décision de créer deux régions dans le souci de calmer la tension totale. C'est pourquoi les deux régions de Manaka et de Taoudeni ont vu le jour comme ça, parce qu'il y avait un problème à régler. Si cela pouvait amener la paix, nous tous on était d'accord qu'il faut trouver une solution. Mais depuis que ces deux régions sont créées, c'est comme si on avait ouvert vraiment la boîte à Pandore. Tout le monde a dit, ah, dans ce cas, il faut que nous aussi on ait des régions. Le président de la République a dit, dans la durée, dans 10 ans, on accepte déjà énoncer la naissance du reste des régions qui viennent d'être validées par le CNT. C'est simplement pour dire qu'en réalité, c'est pour régler des problèmes. C'est pour trouver des solutions à certains problèmes qui couvaient. Pour administrer un territoire comme le Mali, il faut changer des fusils d'épaule. 6 régions d'abord. Au départ, on a créé après la région de Tombouctou qui est née bien après. Après, on a rajouté encore la région de Kidal. Vrai, pour un territoire d'1 million et quelques de kilomètres carrés, c'est vraiment une sous-administration. Il fallait corriger la situation. Et nous, à l'époque, à l'Assemblée, nous étions d'accord de déclencher carrément le processus. Et ce qui s'est passé l'autre jour, c'est la suite logique de ce processus. Seulement pour nous, aujourd'hui, et vraiment, il y a trop d'enjeux. Nous avons suivi, je suis du cercle de Goundam, je sais qu'au niveau des écoutes, on a reçu beaucoup d'appels de nos ressortissants quand ils ont vu, et ils ont même appris ce qui est en train de se passer, qui est en cours. Ils nous ont même dit d'intervenir pour voir comment rectifier. Je dis, nous, on n'intervient pas si on n'a pas d'écrit. Parce que nous sommes connus être des hommes politiques. Si on intervient, les gens vont dire, bon, personne ne les a mandatés. Nous souhaiterions avoir des écrits de ces populations pour qu'on puisse vraiment intervenir au niveau du CNT, voir comment on va éviter certaines cassures qui ont eu lieu. Il l'a dit, l'objectif c'est de rapprocher, ce n'est pas faire la cassure. Mais lorsque ça provoque des cassures, il faut le signaler aussi très tôt pour voir dans quelle mesure on peut réparer ce qui est vraiment réparable avant qu'on aille encore très loin. Donc les populations de vos localités ne sont pas contentes de ce découpage? Certaines ne se reconnaissent pas dans ce découpage. Je cite 2 exemples précis. Je sais qu'au niveau de la commune de Tinaïcha, qui relève de l'arrondissement de Razelma, les populations ont demandé leur rattachement à Goundam, qui est le cercle maire. C'est ce qu'elles ont demandé. La commune d'Adarmalan, moi j'appartiens à la commune d'Adarmalan, qui est primitivement, originairement de l'arrondissement de Gargando, qui est devenu cercle. Nous n'avons pas compris comment une commune quitte son arrondissement maire, auquel il a appartenu depuis 1960, pour aller se greffer à un autre cercle qui vient de naître sans même faire un débat avec les populations. Ça, c'est un aspect. Nous avions même dit que si cela devrait arriver, la commune d'Adarmalan, depuis plus de 20 ans, 30 ans, se trouve dans la commune de Tonka, dans un village qu'on appelle Échelle. Toute la commune dans son entièreté.
Alors si c'est une question de logique et de rapprochement des populations, les populations sont plus proches de Tonka où ils résident depuis 20 ans, autant les recruter. Parce que 20 ans, 30 ans de vie ensemble avec leurs frères de Tonka ont tissé des relations très solides entre elles. C'est plus logique. Vous les désaxez de leur première attache, qui est l'arrondissement de Gargando, auquel ils ont appartenu depuis 1960. Vous les amenez à Bintagungu qui ne connaissent que par le lac Fagibine qui nous lie. C'est vrai, c'est nos frères. Sociologiquement, on a beaucoup de liens parce que l'appartenance à la même région, au même cercle, tisse des liens très solides. On a des frères partout. D'accord. On n'a pas compris cette D'accord. Nous allons vous redonner la parole tout de suite. On n'a vraiment pas compris. Nous allons vous redonner la parole tout de suite. Il y a M. Bourema Diarra qui est le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils qui est en ligne. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir. Alors vous, en tant qu'administrateur civil, comment vous appréciez déjà ce nouveau découpage administratif? Ok, merci bien. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier en tout cas le studio Tamani à travers ses 85 radios et 3 télévisions partenaires d'avoir nous inviter à nous exprimer sur cette réforme de l'administration du Mali. Je vais parler de l'administration territoriale. Donc, au-delà de ça, je voudrais aussi, avant de répondre, avoir une pensée pieuse à 2 de nos collègues, à savoir le préfet Drissa Sanogo, enlevé depuis le 2 mai 2020, ainsi que le sous-préfet de Farako, M. Ali Sissi, enlevé depuis le 14 décembre 2019. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore de nouvelles de ces 2 collègues. Donc je voudrais vraiment avoir une pensée pieuse à ces 2 vaillants soldats de l'administration. Voilà, en revenant à votre question concernant cette réorganisation, comment nous pensons, comment nous voyons la question. Déjà, ça fait très longtemps que nous, en tout cas au niveau de l'administration du territoire, il y avait cette nécessité de rapprocher davantage l'administration aux administrés. C'est vrai, la parole des syndicats, souvent on voit en termes de réclamation des conditions de travail, et sinon des conditions pécuniaires, mais aussi il faut savoir que les syndicats font des propositions pour les réformes en cours ou à envisager. Donc c'est dans ce sens que, en tout cas, dans le sens du dialogue fécond entre le syndicat et le gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale, ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait suggéré en tout cas d'aller en cette réforme. C'est ce que vous avez vu depuis 2012. Il y avait déjà une loi qui était là, qui a pu créer 19 régions. Et l'opérationnalisation de cette loi a conduit à opérationnaliser d'abord la région de Taoudéni et de Ménaka. Et les autres ont vraiment connu des retards. Donc pour nous, en tout cas, syndicat autonome des administrateurs civils, cette loi qui vient pour réorganiser le territoire est vraiment le bienvenu. Il fallait s'attendre et c'était une nécessité. Donc vos propositions ont été prises en compte dans le cadre de cette réorganisation du territoire? Nos propositions, certaines de nos propositions, parce que proposition c'était d'abord de rapprocher l'administration des usagers. Donc ça, on peut dire que ça a été pris en compte. Mais au-delà de ça, il y a d'autres considérations, en tout cas, que ça va venir. Parce qu'une fois que le texte est adopté par le CNT, l'organe législatif, il faut aller vers la promulgation et aller vers son opérationnalisation, qui demeure vraiment un défi. Quelles sont ces autres considérations? Ces autres considérations, parce que quand vous créez tout de suite des cercles, des arrondissements, les considérations, c'est de nommer au niveau de ces circonscriptions des chefs de circonscription, notamment les préfets, les sous-préfets ou bien les adjoints. Alors que actuellement,
toutes nos luttes, c'est vraiment l'amélioration des conditions de travail de ces militants. On sait que les efforts sont en cours, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Donc quand je disais qu'il faut aller vers l'opérationnalisation ou bien que nos considérations, le reste là c'est à venir, c'est parce que l'opérationnalisation va avec la mise en place de ces conditions. Donc on a vraiment un regard sur ce que le gouvernement va entreprendre en termes d'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie de ceux qui seront appelés à servir dans ces nouvelles créations. D'accord. Monsieur Traoré Yacouba, vous êtes le président des municipalités du Mali. Vous, au niveau de votre association, comment vous avez accueilli ce projet adopté par le CNT? Vous êtes satisfait ou bien vous avez des réserves? Merci bien, monsieur Gadjogo. Avant de répondre à vos questions, permettez-moi de vous adresser des remerciements sincères de l'association des municipalités pour nous avoir invités ce soir, en tout cas, à nous prononcer sur ces réformes majeures. Et de là, saluer aussi l'ensemble des auditeurs et avoir une pensée pieuse pour les élus qui ont été enlevés, qui sont encore entre les mains de leurs ravisseurs, et les élus qui ont perdu la vie lors de ces différentes années de crise que le Mali connaît. Ils sont nombreux et chaque jour nous devons certainement nous rappeler en tout cas de ce qu'ils ont posé comme acte dans le cadre du développement de façon générale de ce pays-là. Ceci dit, au niveau de l'association des municipalités, nous réjouissons énormément, en tout cas, de ces réformes. Bien que c'est un travail humain, nous le savons tous, que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. La perfection relève de Dieu. Mais il faut poser l'acte. Et je pense que l'acte a été posé. Maintenant, à l'application, nous allons corriger au fur et à mesure les imperfections. Alors aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 communes. Hein. On était à plus de 700 communes. Mais avec ce projet, nous allons à plus de 800 communes. Est-ce que déjà, avec les 700 communes, vous avez été satisfait de ce processus de décentralisation qu'on avait amorcé? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand on augmente ces communes et qu'il y aurait d'autres problèmes au niveau des collectivités? Bon, en fait, c'est vrai que les activités humaines sont souvent positives et négatives. Il ne faut pas l'ignorer. Augmenter le nombre de collectivités rentre dans le cadre strict de rapprocher l'administration des administrés. Deuxièmement, c'est dans le cadre du développement local. Vous savez, le président de la commission a rappelé tantôt certains critères. Et parmi ces critères, il y a les critères de viabilité. Il y a des critères sociologiques et surtout des critères de sécurité. Parce que qui parle de développement doit d'abord penser à la sécurité. Aujourd'hui, avant cette loi, c'est vrai qu'elle n'est pas opérationnelle, mais dans le temps, malgré en tout cas le nombre croissant ou le nombre élevé des communes, l'État du Mali est resté sous-administré. Et si aujourd'hui, tenant compte en tout cas, et prenant acte de ces difficultés, nous allons au nombre de 800 et quelques communes. Moi, je pense sincèrement que c'est une très bonne chose, puisque ça permet non seulement de circonscrire en tout cas, à la sous-administration, mais ça permet aussi de responsabiliser davantage les communautés et les citoyens autour d'objectifs vraiment bien précis de développement. D'accord, nous venons à présent à monsieur Dr Koulibaly Youssouf, président de la commission administration du CNT. Monsieur Alassane Abba disait tantôt qu'il y a eu des
en tout cas, entre guillemets, des frustrations. Certains ne sont pas contents. Et vous avez parlé des critères qui ont prévalu à la création de ces nouvelles circonscriptions, dont le critère de sécurité, le critère de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde certaines circonscriptions qui ont été créées dans certaines régions, est-ce qu'on peut dire que ces critères-là ont été vraiment respectés? Est-ce que ces circonscriptions répondent à ces critères? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je vais vous demander de bien vouloir rectifier un certain nombre de choses par rapport au nombre que vous avez dit tout à l'heure. En fait, il s'agit, après les amendements présentés aux membres du Conseil national de transition, les chiffres ont évolué, que vous avez omis un peu de dire. Les cercles, ce n'est pas 156, mais 159 cercles, 475 arrondissements et 825 communes. 159 cercles. Effectivement, donc vous corrigez, et en même temps 12 712 fractions et villages. 12 712 fractions et villages. Okay. Donc pour revenir à la question de l'honorable, vous savez, en fait, c'est un travail très difficile, il faut le dire. Lorsque nous avons commencé à écouter, parce que nous-mêmes, l'objectif au CNT, c'était de ne pas prendre les projets du gouvernement pour argent comptant. Il fallait tout simplement vraiment revenir à la base, écouter les communautés. Dans les mêmes espaces, on a souvent des doléances contradictoires, souvent même dans les mêmes villes ou dans les mêmes villages. Donc ça posait énormément de problèmes. Souvent, donc, on était obligé de trancher selon ce que nous avons pensé être objectif. C'est ce qui a guidé un peu le travail, parce que c'est un travail très difficile. C'est pour cela que j'avais rappelé que c'est l'une des réformes, pour ne pas dire la plus grande réforme que la transition n'a eu à apporter, parce que tout simplement, il s'agit de la gestion de l'espace de plus d'1 million de kilomètres carrés. Il s'agit de la gestion des communautés et leur sensibilité. Il s'agit aussi de la gestion des questions de sécurité et la gestion de cette question de cohésion, de vivre ensemble. Donc ce n'est pas facile, c'est très difficile. On a été buté à ces difficultés. Malgré que nous ne sommes pas de certaines zones, donc on invitait toujours, à chaque fois même ce matin, après le vote, on reçoit encore des doléances, les gens qui disent qu'ils ne veulent plus faire partie de telle entité, ils veulent aller avec telle autre. Donc on comprend très bien ces préoccupations, mais apparemment, l'objectif n'a pas été compris. Il ne s'agit nullement de séparer des communautés des autres. Il ne s'agit nullement de privilégier une communauté sur une autre. Mais on a compris que, historiquement, les zones avaient leurs histoires. Certains sont venus avant d'autres. D'autres pensent être les autochtones d'une zone. Et donc, ils ne veulent pas que les chefs-lieux soient dans une autre, parce que tout simplement pour eux, ça touche à leur dignité, etc. Donc ces questions étaient très difficiles à trancher. Donc on a compris qu'il faut mettre le Mali et son développement avant toute autre considération. Parce que ce travail a été commencé il y a très longtemps. Il y a les considérations politiques souvent qui ont dominé certains choix. Et ces choix, nous avons évité de les prendre en compte. Chacun essaie de se protéger à son niveau, et chacun souvent essaie de protéger son appartenance politique à telle entité pour avoir le maximum de zones, pour avoir un impact sur son électorat. Donc on a compris que si on adopte cette façon de faire, on risque de nous tromper. Donc on va vraiment se focaliser sur l'essentiel. Il s'agit du développement des communautés, parce que déjà le souci majeur, c'est les populations. Donc nous avons reçu ces contestations. Il a parfaitement raison de protester, parce que souvent, dans certaines zones, on a été buté à une question que vous n'allez pas croire. Dans une seule zone, une commune séparée par le goudron, qui veulent être érigée en arrondissement,
qui se trouvent aux deux côtés du goudron, on a été obligé de les retirer leur statut d'arrondissement parce que tout simplement, nous n'allons pas contribuer à la division, mais parce que notre objectif, c'est que les populations puissent rester ensemble. Mais maintenant, par rapport à ces inquiétudes, par rapport, vous savez... Concrètement, sur le plan sécuritaire, sur le comment vous allez rendre opérationnel ces sur le plan sécuritaire, vous savez, la sécurité, ce n'est pas seulement que la sécurité militaire. Beaucoup confondent souvent la notion... Il s'agit de la sécurité humaine, en fait. Du moment où je suis là seul, je me sens en insécurité. Si je vous vois à côté, je me sens un peu en sécurité parce que vous pouvez me secourir. Si je mange à ma faim, je me sens en sécurité. Si je trouve un toit pour dormir sans pour autant être inquiété, je me sens en sécurité. Donc la sécurité, c'est un tout. C'est globalement, quand nous on dit sécurité, il s'agit de cela. La sécurité militaire viendra compléter ces aspects. Mais croyez-moi que nous avons tranché objectivement un certain nombre de données. Peut-être que les habitants de Tinaïcha, parce qu'on ne pouvait pas amener tout le Mali. Lorsque nous avons convié les communautés de base, les correspondantes ont été envoyées. On s'est retrouvé même souvent à certaines correspondantes qui ne sont pas arrivées, on était obligé de les appeler au téléphone pour qu'ils viennent. Je vous donne l'exemple de Kenyeba. Kenyeba, on a eu vraiment des difficultés parce que les aspects historiques, les frustrations historiques qui se sont passées entre certaines communautés veulent que certaines familles isolées ne veulent même pas entendre parler d'un ensemble de communautés. Donc on a dit qu'on ne peut pas aller comme ça. Certains voulaient qu'on rattache Kenyeba à Kita, d'autres voulaient qu'il reste. Kenyeba même voulait, à défaut d'être une région, il faut rester avec Kai. Donc vous voyez toutes ces considérations, on a vraiment été très sensible à ce qu'il a dit tout à l'heure l'honorable Alassane. Mais le problème c'est que cette question de Gargando, on a compris que c'est une zone avec beaucoup de coutumes, beaucoup de traditions. Il y a trop de communautés, beaucoup de communautés. Il y a des communautés vraiment nomades, sédentaires qui sont qui exclament être les propriétaires de la zone. Donc on a dit, bon, dans ces considérations, comment maintenir l'équilibre pour ne pas frustrer une communauté. Donc on a appelé, souvent les communautés viennent isolément, souvent certains maires même qui ne peuvent même pas retourner chez eux, ils viennent nous dire qu'ils sont les maires de la zone, alors qu'ils sont ici à Bamako. On dit, bon d'accord, comme ça on ne peut pas marcher. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Nous allons vraiment rester derrière nos critères pour vraiment être protégés. Mais il faut rappeler à l'honorable que ce n'est pas seulement le seul critère de rapprocher l'administration aux administrés qui a été pris en compte. Il y a les questions de maillage sécuritaire. Je vous donne l'exemple de Falou, qu'on a érigé en cercle, parce que tout simplement les forêts qui sont à côté sont des espaces vides. Souvent, les ennemis de la République y trouvent refuge pour préparer leurs besoins, sales besoins contre la République. Donc, on a vu que s'il y a une présence vraiment de l'État dans cette zone, ça va, je ne dis pas empêcher, mais quand même, ça va dissuader. Donc, on a pris tous ces aspects. Et il y a aussi des aspects économiques. Parce que certaines communautés se trouvent être des communautés nomades. Ils peuvent migrer vers des zones. Et en migrant vers des zones, économiquement, ils migrent avec des aspects économiques très importants. Parce que leurs cheptels, ils vont les vendre, etc. et revenir. Donc on a pris tout cela en compte pour permettre vraiment à chacun de se retrouver. Mais comme le doyen vient de dire, le travail de l'homme n'est jamais parfait. D'accord. Voilà. Nous allons parler maintenant de l'aspect politique de la chose. Vous l'avez dit, une des raisons, c'est de pouvoir respecter les dates indiquées pour les échéances électorales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut rendre opérationnelles ces circonscriptions à temps pour pouvoir rester dans le temps du chronogramme fixé? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, n'attendait que le vote de ces 6 lois pour pouvoir mettre en place ces démembrements dans les régions. Donc aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'il ne s'agit pas de créer une situation électorale nouvelle. La situation électorale existe déjà.
Le fichier électoral existe. Les nouvelles circonscriptions administratives qui ont été créées, les citoyens qui y habitent sont déjà sur des fichiers électoraux qui existent déjà. Donc, puisque les plus hautes autorités ont voulu que les élections cette fois-ci se fassent, soit que la carte biométrique soit prise en compte pour aller au vote, et bon, le souci c'était tout simplement que les nouvelles régions créées puissent connaître leurs limites, le nombre des cercles qui leur appartiennent. Dans le calcul global, il s'agit du calcul global du nombre des élus, du calcul global du nombre des députés qui seront dans la prochaine Assemblée nationale. Il s'agit tout simplement de cela. Mais en ce qui concerne les méthodes, la procédure, cela est déjà réglé par un autre document qu'on appelle la loi électorale, et donc qu'on ne va pas toucher, qu'on n'a pas touché du tout. Certes, s'il y a des petites modifications, mais cela quand même donne la carte blanche aujourd'hui à l'EJ pour mettre en place ces démembrements et aller aux élections avec cette nouvelle situation. D'accord. Alassane Abba, est-ce que vous êtes rassuré, est-ce que vous êtes confiant quant au respect du délai avec ce découpage? Est-ce que ça ne va pas impacter le chronogramme? Il faut dire que je reviens un peu en arrière, juste pour un éclaircissement. Moi, j'appartiens à un cercle qui fait 92 000 km². C'est-à-dire un cercle qui a à peu près la superficie du Togo, de la Gambie et du Cap-Vert réunis. C'est pourquoi en son temps on a dit diriger le cercle de Goundam en région. Parce que la question cercle ne réglera pas la question du cercle de Goundam. Créer 2 ou 3 cercles ne peut pas régler la question sécuritaire d'un cercle qui fait frontière avec l'Algérie, qui fait frontière avec la Mauritanie et qui est aussi vaste. Et c'est le cercle le plus peuplé. Donc si c'est des critères, nous croyons que le premier critère, le cercle qui remplit le plus de critères au nord, c'est le cercle de Goundam parce que c'est le cercle le plus, une seule de ces communes après des 100 000, la commune de Tonka. Alors, donc on n'a pas compris. Maintenant pour revenir au problème des élections. Oui. Sincèrement, nous sommes dans une transition. On a toujours dit que la transition doit avoir un périmètre limité. Nous avions toujours dit qu'il faut recentrer ce que la transition doit faire. Il faut éviter des chantiers monstres qu'on ne peut pas du tout remplir. Vous savez, Taoudani et Menaka ont été créés depuis 2011-2012. Quand il s'est agi d'aller aux élections de 2018, on n'a pas pu tenir compte de ces élections, de ces deux-là, parce qu'on a dit que n'était même pas viabilisé, même en 2018. Aujourd'hui, on s'est dit qu'ajouter d'autres, un chantier aussi vaste, d'autres régions, nous le saluons. Nous sommes d'accord parce que nous pensons que le pays est sous-administré. Seulement, nous disons que lier la tenue des élections à l'installation de l'administration un peu partout dans ces nouvelles communes, on aura les élections pour 30 ans ou 40 ans. Ça n'aura pas lieu maintenant. C'est pourquoi on a dit que vous pensez pas que c'est une avancée dans l'organisation des élections, l'adoption de ce projet de loi? Non, vous ne pensez pas que c'est une avancée? Je dis que c'est une bonne chose, c'est une avancée, je l'ai salué. Oui. Mais il ne faut pas dire que vous attendez la viabilisation, que ces gens ne peuvent pas prendre part aux élections à venir et respecter notre calendrier électoral. C'est impossible. C'est impossible. Il faut dans ce cas balayer les échéances électorales et nous mettre tout simplement, concentrer les efforts autour de l'administration pour que les choses se fassent. Ce n'est pas possible. En un an, ce n'est pas faisable. D'accord. Ce n'est pas faisable. D'accord, cela est bien compris. Vous voulez réagir rapidement? Ce n'est pas du tout faisable. Rapidement, docteur Koulibaly. Ce n'est pas faisable. Il faut vraiment... il faut avoir pitié du Mali. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer le Mali à un problème de chronogramme. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ça n'engage que moi. En fait, le Mali est trop important pour des questions de chronogramme. Mais, quand même, il ne s'agit pas d'aller aux élections dans 30 ans ou autre. Déjà, le processus électoral suit son cours avec le travail qui a été fait pendant toutes ces années. On ne va pas les jeter dans l'eau. Ce travail existe. Nous n'allons pas créer un nouveau Youssouf Koulibaly. Moi, je suis le même Youssouf Koulibaly avec les mêmes adresses. Les habitants de Goundam aussi, de Gourmararous aussi, de partout. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est tout simplement les circonscriptions. D'ailleurs, même par rapport aux représentants de l'État, pour les régions, ils sont déjà nommés.
les préfets et les sous-préfets sont nommés. Mais il ne s'agit pas de cela. On parle de démembrement de lèges qui seront mises en place. C'est seul lège qui peut apprécier le fait que vraiment, il y a l'impossibilité pour nous de mettre en place nos démembrements à telle ou telle échéance. Seul l'EJ peut apprécier. Mais est-ce qu'il suffit de mettre en place les démembrements de l'EJ dans les régions? Ces démembrements doivent pouvoir se mouvoir à l'intérieur de ces régions. Non, je tiens à rappeler que l'EJ n'est pas l'émanation de la transition. L'EJ, c'est une recommandation forte de toutes ces rencontres des forces vives de la nation, avant même la transition. Et donc, si l'EJ venait à être une réalité aujourd'hui, il faut l'opérationnaliser. Sinon, ce n'était pas la peine de D'accord. Je vais passer la parole à M. Diarra Boureima. Vous, administrateur civil, est-ce que aujourd'hui, vous êtes prêt à vous déployer, à être déployé dans ces nouvelles circonscriptions, même celles qui sont dans des endroits où l'État n'est pas suffisamment présent? Ou bien il y a des préalables? Merci, M. Gadjigo. Quand vous me posez la question de cette façon, je crois que la réponse que je vais donner peut-être ne va pas être aussi satisfaisante que ça. Mais quand vous dites que si nous sommes prêts à servir, nous sommes des agents publics. Donc nous sommes vraiment tenus au regard même du contrat qui nous lie avec l'État. Je vais parler de nos statuts de la fonction publique. Donc on est tenu d'un devoir vis-à-vis de l'État. Donc dans ce sens, on peut dire que nous sommes prêts à servir partout où 1 mètre du carré du territoire se trouve. Donc ça, c'est quand vous me demandez si nous sommes prêts. Maintenant, je vais parler dans un langage encore plus syndicaliste. Si nous sommes prêts, ça nécessite vraiment la mise en place d'un certain nombre de conditions. Il faut le dire. Même si vous voulez travailler, si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour travailler, ça ne va servir à rien de nommer aujourd'hui un préfet, un sous-préfet et de l'envoyer. Il va rester soit dans le chef-lieu de la région ou bien dans un cercle opérationnel. Donc, nécessité de moyens, il ne s'agit pas de réclamations pour nos conditions vraiment de vie, qui n'est pas que ça, mais conditions même de travail. Cela va nécessiter à l'État de mettre en place un grand moyen de faire que les infrastructures sociaux, ne serait-ce que les constructions, les bureaux, les moyens roulants, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment un niveau où l'État peut dire que vraiment je mets le paquet. Donc c'est ce que nous, on a toujours demandé à l'État depuis l'opérationnalisation des 2 premières régions à travers la loi de 2012. Donc actuellement, même aujourd'hui, si l'État met les conditions nécessaires, nous, on est prêt à servir partout du territoire. Donc cette question ne se pose pas. On est déjà prêt, mais à condition que cela est bien compris. Je viens aux municipalités maintenant. Monsieur le maire, on a vu que dans certains cas, surtout à Bamako, les maires vont devenir des maires délégués, les communes transformées en arrondissements. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes inquiet de cela? Est-ce que ça réduit vos prérogatives? Qu'est-ce que vous pensez de cela en un mot? Bon, merci bien. Nous pensons que c'est positif. C'est positif. Vous savez, que les collectivités qui sont créées, soit arrondissement ou autre, il y aura toujours des élus qui seront là pour diriger. Et un élu, quel que soit le statut que tu auras, tu restes élu et tu es dédié au développement local. Et de cette façon, je pense bien que Bamako érigé en district avec un maire, ça résout énormément de problèmes parce que, vous savez, dans les textes qui régissent en tout cas la décentralisation, il n'y a pas d'hiérarchie entre les collectivités territoriales. Et cette disposition a fait qu'à Bamako, il y avait le maire du district et les maires des 6 communes. Sans hiérarchie, je crois que nous avons constaté durant ces années des problèmes.
Aujourd'hui, en allant dans le sens en tout cas de diriger Bamako en district avec des arrondissements où il y aura certainement des administrateurs civils, tout ça procède en tout cas de l'avancée des choses, du développement de façon générale, parce que ça va contribuer à asseoir une certaine sécurité et ça va réduire les distances en tout cas que les populations parcourent pour en tout cas se satisfaire en termes de services. D'accord, cela est bien compris, Monsieur Koulibaly. Nous allons terminer par vous. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous donner l'assurance que tout est mis en œuvre pour que cette réorganisation territoriale puisse être une réussite? Très bien. D'abord, je salue l'initiative parce que c'est une avancée. Et le processus démocratique continue. C'est une avancée dans le sens de la bonne gouvernance. C'est une avancée dans le sens de donner vraiment un élan particulier aux collectivités territoriales pour s'auto-gérer. Parce que déjà, aujourd'hui, on peut dire que oui, nous sommes sur une nouvelle phase de notre processus du développement, mais il faut rappeler à tout le monde que c'est un processus. Un processus évolue toujours avec vraiment des difficultés, ses imperfections. Et ces imperfections, je pense qu'on va les corriger au fur et à mesure. D'ailleurs, même M. le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a eu à rappeler qu'à chaque fois qu'une zone remplit des conditions, c'est aux Maliens d'apprécier et de vraiment prendre des dispositions nouvelles par rapport à son statut. D'accord. Moi, je pense que cela nécessite vraiment une attention particulière et vraiment à saluer aussi. D'accord. Cela est bien compris. Malheureusement, le temps imparti pour cette émission est terminé. Nous sommes au terme de ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de nouveau découpage administratif, comment va se matérialiser l'opérationnalisation. Nos invités étaient Dr Youssouf Z Koulibaly. Il est le président de la commission d'administration territoriale et décentralisation au Conseil national de la transition, Alassane Abba de la convergence démocratique du Mali, CODEM, et Bouré Madjara, secrétaire général du syndicat des administrateurs civils. Il était au téléphone. Yacouba Traoré, président de l'association des municipalités du Mali. Merci à vous tous, vous qui nous avez suivis pendant ces 45 minutes. C'était Sekou Gadigo qui modérait ce débat mis en onde par Mamadi Keïta. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara. À la prochaine.